Chaque catastrophe de cette liste laisse derrière elle une trace écrite. Des ingénieurs qui ont tiré la sonnette d'alarme, des responsables qui ont reçu ces avertissements, des comités qui ont décidé de ne rien faire. Ce n'est pas une histoire de simples erreurs, c'est l'histoire de choix délibérés de fermer les yeux. 10 effondrements majeurs du XXIe siècle. Tous auraient pu être évités. Comptons-les ensemble. Ouvrant notre compte à rebours à la 10e place, le pont Chirajara en Colombie. Un effondrement qui a coûté la vie à 5 personnes, avant même que la structure n'ait supporté un seul véhicule. Nous sommes en 2018. La Colombie est en plein milieu de l'un de ses programmes d'infrastructure les plus ambitieux depuis des décennies. Le gouvernement s'est engagé à moderniser les routes et les ponts du pays, à relier les communautés isolées des montagnes à la capitale et à montrer aux investisseurs internationaux que la Colombie prend au sérieux son avenir économique. Le pont Chirajara, un pont à haubans traversant une gorge profonde dans le département de Cundinamarca, est l'un des projets phares. Moderne, photogénique, techniquement audacieux. Les plans ont été approuvés. Les contrats signés avec des délais serrés. Les ouvriers sur le chantier en février 2018 n'avaient aucune raison de penser qu'ils se tenaient sur autre chose qu'un pont qui serait terminé, inauguré et célébré dans quelques mois. Puis, le matin du 15 février, l'une des 2 tours principales cède. L'effondrement dure quelques secondes. Le pylône fléchit sous des charges qu'il n'était pas conçu pour supporter. Les câbles haubans se détendent. Une énorme section du tablier, béton et acier assemblés pendant des mois, se détache de son ancrage et tombe dans la gorge en contrebas. 9 hommes se trouvent sur la structure au moment du drame. 5 d'entre eux tombent avec elle. 4 autres sont blessés. Lorsque les équipes de secours descendent en rappel dans le ravin, le spectacle au fond est à peine reconnaissable, comme un chantier. Juste de l'acier tordu, du béton brisé, et les parois vertes de la gorge que le pont était censé franchir. L'enquête qui a suivi a établi avec précision le mécanisme de la défaillance. Une erreur critique dans la conception et la construction des fondations du pylône. La géométrie du système d'ancrage des câbles haubans, la liaison entre les câbles qui devaient soutenir le tablier et le pylône en béton censé les maintenir, était erronée. Les forces réelles exercées sur cette connexion pendant la construction n'étaient pas celles prévues par les calculs d'ingénierie. Ou si elles l'étaient, les ingénieurs au courant n'ont pas remonté l'information dans une organisation où des raisons commerciales empêchaient d'accueillir ce genre d'alerte. Les rapports publiés après l'effondrement ont révélé un détail qui rend l'histoire encore plus difficile à accepter. Les ouvriers avaient déjà remarqué des problèmes quelques jours avant la catastrophe. Des fissures inhabituelles dans le béton. De petits mouvements dans la structure qui n'auraient pas dû exister à ce stade des travaux. Ces observations ont été signalées au chef de chantier. Le travail a continué. Ce qui fait du Chirajara une entrée marquante pour ouvrir cette liste, c'est le contexte commercial dans lequel il s'est déroulé. Les grands contrats publics colombiens de cette période étaient basés sur des objectifs de coûts agressifs et des délais de livraison impitoyables. Des cadres commerciaux où les conséquences financières des retards étaient sévères, tandis que celles liées au compromis fait au stade de la conception étaient reportées à plus tard, quand le béton était déjà coulé et l'acier en place. La coupe se fait en salle de réunion ou au bureau d'études. La facture arrive des mois plus tard, sur la montagne, parmi des ouvriers qui n'avaient pas accès aux calculs structurels et aucun pouvoir pour ralentir le projet.
Le gouvernement colombien a lancé des enquêtes pénales. Le consortium de construction a fait face à des poursuites sur plusieurs fronts. Les familles des 5 hommes morts ce matin-là ont entamé des années de quête de justice dans un système qui mettrait du temps à répondre. Une structure de remplacement a finalement été construite au-dessus de la gorge. Le pont original, le projet emblématique, la grande réalisation nationale reposent au fond. 5 ouvriers ont grimpé ce pylône un matin de février 2018. Ils n'avaient aucune raison de ne pas le faire. Ils n'avaient pas vu les calculs. Ils n'avaient pas été informés des fissures déjà connues des superviseurs. Ils étaient venus travailler, comme toujours, sur un projet dont le pays était fier. Le pylône ne les a pas soutenus. Le désastre de Chirrajara a aussi provoqué une prise de conscience plus large en Colombie sur la structure des marchés publics d'infrastructures. Les contrats avaient été attribués à des soumissionnaires agressifs, opérant avec des marges très faibles, sans mécanisme réel pour ralentir en cas de problème technique. L'architecture des incitations, primes pour livraison anticipée, pénalités pour retard, avait été conçue avant même le premier dessin, comprimant chaque décision ultérieure dans une logique commerciale qui ne laissait aucune place à la prudence nécessaire pour ralentir, vérifier et éventuellement manquer une échéance. Les ouvriers sur le pylône ce matin-là étaient le dernier maillon d'une chaîne de décision commencée lors des négociations contractuelles. Aucune de ces décisions ne leur appartenait. En 9e position, voici la tour Opal, à Sydney. Une histoire qui montre comment un immeuble résidentiel flambant neuf, déjà habité, peut commencer à se fissurer alors que ses habitants sont attablés pour le dîner de Noël. Le 24 décembre 2018, la veille de Noël à Sydney. La tour Opal, un immeuble résidentiel de 36 étages dans le quartier du Sydney Olympic Park, est occupée depuis seulement quelques mois. Elle était présentée comme un logement urbain haut de gamme, une construction de qualité dans un nouveau corridor de développement majeur, avec des prix dépassant le million de dollars pour de nombreux appartements. Le béton a à peine 1 an. Le certificat d'occupation a été délivré par un professionnel certifié. Sur le papier, tout est en ordre. Puis, le bâtiment commence à se fissurer. Pas de simples éclats de plâtre, pas le genre de tassement mineur que subit toute nouvelle construction. Les bruits décrits par les résidents sont profonds et structurels. Des craquements soudains, comme si quelque chose se rompait à l'intérieur des murs, à une distance importante. Certains ressentent des vibrations au sol. Un habitant parle même de la sensation que l'immeuble bouge. En quelques heures, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud ordonne l'évacuation des 36 étages. Des centaines de résidents doivent prendre ce qu'ils peuvent et quitter leur domicile la veille de Noël sans aucune information sur le moment ou même la possibilité de revenir. L'enquête technique qui suit identifie la cause précise. Des panneaux en béton porteurs critiques sur 2 étages. Ces panneaux, conçus pour transférer le poids combiné des étages supérieurs vers la base, se sont fissurés d'une manière indiquant qu'ils n'étaient pas assez solides pour supporter les charges. Le plan prévoyait une résistance minimale à la compression du béton. Or, le béton coulé sur place dans ces panneaux, à ces étages, ne respectait pas cette exigence. Les inspections et certifications censées détecter ce genre de défauts ont échoué. La cause technique est presque banale dans sa précision.
un béton sous-dimensionné dans un élément porteur. Mais le contexte autour n'avait rien de banal. Une revue indépendante, commandée par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, a conclu que la tour Opale n'était pas un cas isolé dans un système qui fonctionnait par ailleurs. C'était le symptôme d'une industrie de la construction qui, après presque une décennie de prix immobiliers records et de volumes de construction résidentielle sans précédent, avait laissé la qualité se dégrader systématiquement. Les promoteurs subissaient une pression commerciale pour livrer vite. Les constructeurs sous-traitaient massivement. Le système de certification, censé être le dernier contrôle qualité, comportait un conflit d'intérêts structurel. Les certificateurs privés étaient engagés et payés par les promoteurs dont ils certifiaient les projets. Signaler un problème qui retardait un chantier pouvait nuire à leurs affaires futures. La défaillance spécifique de la tour Opale, un panneau en béton sous-dimensionné, est précisément le type d'erreur qu'un système de certification fonctionnel est censé empêcher. La résistance du béton peut être testée. Des échantillons peuvent être prélevés pendant le coulage. Les résultats peuvent être examinés avant de construire les étages supérieurs. Ce système existait. Il n'a pas fonctionné, parce que les incitations des acteurs n'étaient pas alignées avec les résultats attendus. Des résidents qui avaient économisé des années pour acheter un appartement dans un immeuble neuf à Sydney se sont retrouvés sur le trottoir la veille de Noël, sous la chaleur estivale, avec ce qu'ils avaient pu emporter en quelques minutes, regardant un bâtiment qu'ils ne pouvaient plus pénétrer. Certains ont revendu leur appartement à perte dans les années qui ont suivi. D'autres ont engagé des poursuites contre le promoteur, le constructeur et le certificateur en même temps, dans des procédures qui ont duré des années. L'immeuble a rouvert après des réparations structurelles. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a introduit des réformes du système de certification privée à la suite de cet incident. Dans les années qui ont suivi la tour Opale, l'ampleur du problème des constructions défectueuses d'appartements à travers la Nouvelle-Galles du Sud est devenue de plus en plus évidente. Non pas quelques dizaines de bâtiments en difficulté, mais des centaines, répartis sur une décennie de développement. La tour Opale a été l'incident qui a rendu cela indéniable. L'industrie construisait à un rythme et selon un modèle économique qui ne garantissait pas la qualité promise aux acheteurs. L'évacuation de la veille de Noël a été le moment où cette réalité est devenue impossible à ignorer. À la 8e place de cette liste se trouve l'effondrement du Lotus Riverside à Shanghai en 2009. Un événement qui a produit l'une des images les plus contre-intuitives de toute l'histoire des défaillances structurelles et qui est devenu une étude de cas présentée dans les amphithéâtres d'ingénierie du monde entier depuis. Le 27 juin 2009, district de Minhang, Shanghai. Le complexe Lotus Riverside est un nouveau projet résidentiel. Plusieurs tours en construction pendant le boom immobilier extraordinaire de la Chine au début du XXIe siècle. Les tours sont en grande partie achevées. Les appartements ont été vendus. Les futurs habitants se préparent à emménager dans quelques semaines. Ce matin-là, le bâtiment 7, un immeuble de 13 étages, bascule. Il ne s'effondre pas. Il ne s'écroule pas. Il tombe. Toute la structure bascule sur le côté en un seul bloc et s'arrête au sol à environ 80 degrés de la verticale. Les étages sont intacts. Les murs sont intacts. Les fenêtres sont intactes. Ce qui était, quelques instants plus tôt,
un immeuble vertical de 13 étages et désormais un immeuble horizontal de 13 étages couché sur le chantier. On peut regarder à travers les fenêtres et voir à l'intérieur des appartements. La structure interne est si peu endommagée que les carreaux de sol sont encore en place. Un ouvrier est mort, un chiffre presque incroyable compte tenu de ce qui s'est passé, et qui s'explique uniquement par le fait que le bâtiment n'était pas encore habité. L'enquête a établi la cause, une combinaison de décisions sur le chantier qui, prises isolément, semblaient maîtrisables, mais qui, ensemble, ont été catastrophiques. D'un côté du bâtiment 7, les entrepreneurs creusaient un grand garage souterrain. La terre extraite de cette excavation devait être déplacée quelque part. Les ouvriers ont entassé cette terre de l'autre côté du bâtiment et ont continué à l'amonceler au fur et à mesure de l'excavation. Au moment de la défaillance, le tas de terre excavé d'un côté de la structure avait atteint environ 10 mètres de hauteur. Du côté de l'excavation, il y avait un vide. Du côté du tas, une masse lourde, humide, de terre, pressait contre le bâtiment. La pression asymétrique créée, une charge latérale énorme d'un côté, aucune résistance de l'autre, a généré des forces horizontales que les fondations en pieux en béton, basées sur le frottement, ne pouvaient pas supporter. Les pieux avaient été conçus pour porter des charges verticales, le poids du bâtiment qui s'exerce vers le bas. Ils n'étaient pas destinés à jouer le rôle de mur de soutènement contre 10 mètres de terre poussant latéralement. Les pieux ont été arrachés du sol. Le bâtiment est tombé. Ce qui rend cet événement si instructif et si dérangeant, c'est la visibilité totale du mécanisme de défaillance. Ce n'était pas une soudure cachée qui lâche au cœur d'un élément structurel. Ce n'était pas une erreur de calcul dissimulée dans un rapport de conception. L'excavation se déroulait d'un côté du bâtiment, visible par tous sur le chantier. Le tas grandissait de l'autre côté, également visible. Les superviseurs du chantier pouvaient observer les deux situations en même temps. À un moment donné, la combinaison a atteint un seuil critique. Les forces exercées sur les fondations ont dépassé ce qu'elles pouvaient supporter. Et personne n'a arrêté l'excavation. Personne n'a ordonné de réduire le tas. Personne n'a dit « ce bâtiment est maintenant poussé latéralement au-delà de ce que ses fondations peuvent encaisser ». L'image du bâtiment 7, couché sur le côté, est devenue l'une des photographies les plus reproduites dans l'enseignement du génie civil à travers le monde. Elle figure dans les manuels de géotechnique, de pression latérale des terres et de gestion des risques en phase de construction. Elle est utilisée parce qu'il est impossible de la regarder sans émotion. Un bâtiment n'est pas censé ressembler à ça. Et le fait que celui-ci le fasse, tout en restant par ailleurs structurellement intact, oblige tout spectateur à se demander comment cela a pu arriver. Plusieurs responsables de chantier et promoteurs ont été poursuivis en justice. Des inspections réglementaires ont été ordonnées sur des projets similaires à Shanghai. Le bâtiment lui-même a été démoli. Il n'existe pas de méthode pratique pour redresser un immeuble couché, et le site a été nettoyé. Dans les salles de classe d'ingénierie, le bâtiment 7 couché sur le chantier de Shanghai est toujours montré comme l'argument visuel le plus clair pour un principe qui aurait dû être évident pour tous. La gravité ne s'exerce pas uniquement vers le bas, et un tas de terre à côté d'un bâtiment est une force qui agit sur ce bâtiment. Les responsables de ce chantier savaient à quoi ressemblaient une excavation et un tas de terre. Ils le faisaient tous les jours. Ce qu'ils ne savaient pas, ou ce sur quoi ils ont choisi de fermer les yeux, c'est ce que cela faisait au bâtiment qu'ils construisaient.
En 7e position de notre liste se trouve l'effondrement du pont piétonnier de l'Université internationale de Floride. Une catastrophe survenue en plein jour, sur une autoroute urbaine à 6 voies très fréquentée, avec des ingénieurs en construction présents sur la structure, et qui a coûté la vie à 6 personnes arrêtées à un feu rouge en dessous. L'Université internationale de Floride faisait face à un problème simple. Le campus principal était séparé d'un grand quartier résidentiel étudiant par la Southwest 8th Street, une voie rapide urbaine dans le sud-ouest de Miami. Des étudiants avaient été heurtés et blessés en la traversant. L'université voulait une solution durable et technique, et le choix reflétait une vraie ambition. Un pont piétonnier construit avec la technologie de construction accélérée de ponts, une méthode promue par le département des transports de Floride pour réduire au maximum les perturbations du trafic. La travée principale serait préfabriquée à côté de la route, puis déplacée en une seule opération nocturne au-dessus de l'autoroute. Des semaines de fermeture de voies compressées en quelques heures. Le projet avait même reçu une nomination pour un prix d'ingénierie avant même la fin des travaux. Le 10 mars 2018, la travée préfabriquée fut mise en place au-dessus de la Southwest 8th Street. La structure n'était pas encore terminée. Les tours de soutien, à chaque extrémité, n'étaient pas encore fixées. La mise en tension finale de plusieurs éléments porteurs n'avait pas été réalisée. Mais elle reposait sur des supports temporaires au-dessus de la route active. La circulation continuait de passer dessous. 5 jours plus tard, le 15 mars, des ouvriers effectuaient la poste-tension sur la tige numéro 11, un élément diagonal en compression près de l'extrémité nord de la travée. La poste-tension est une pratique standard dans la construction en béton précontraint. Elle introduit une force de compression dans les éléments porteurs pour contrer les forces de traction qui apparaissent sous charge. Des ingénieurs de l'université, de l'entreprise de construction et du bureau d'études structurelles étaient présents sur le pont. Peu avant l'effondrement, un craquement fut entendu dans la structure. L'un des ingénieurs appela le bureau des structures du district du département des transports de Floride pour le signaler. Il tomba sur la messagerie vocale. Il laissa un message. Ce message ne fut jamais rappelé avant que, à 13h53, le pont ne s'effondre. La travée tomba sur la Southwest 8th Street, écrasant 6 véhicules arrêtés à un feu rouge en dessous. 6 personnes périrent. 8 autres furent blessées. L'effondrement eut lieu en plein jour, pendant les heures de travail, à un endroit visible depuis la route, alors que des ingénieurs travaillaient activement sur la structure au-dessus. La circulation n'avait pas été interrompue sous le pont, malgré les travaux structurels en cours. L'enquête du National Transportation Safety Board identifia la cause précise de la défaillance. La connexion entre l'élément diagonal numéro 11 et le tablier du pont n'avait pas été conçue pour résister aux forces appliquées par la poste-tension. Le design comportait un défaut, un décalage entre les charges de compression générées par la procédure et la capacité de cette connexion spécifique à les supporter. Lorsque la poste-tension augmenta la charge, la connexion céda sans avertissement. L'enquête révéla aussi un contexte d'échec plus large. Des signaux d'alerte qui n'avaient pas conduit à un arrêt immédiat des opérations. Le craquement audible. L'appel téléphonique signalé. La messagerie vocale non consultée avant l'effondrement. La circulation qui continuait de passer sous une zone de chantier active alors qu'un problème structurel venait d'être signalé oralement. Pris séparément,
chaque manquement peut s'expliquer. Ensemble, ils ont causé 6 morts, un mardi après-midi, sous une structure pourtant nominée pour un prix d'ingénierie. L'effondrement de l'université FIU a changé la manière dont la Floride gère les projets de construction de ponts piétonniers. Les restrictions de circulation sous les chantiers de construction accélérés ont été renforcées. Les protocoles de communication entre les entrepreneurs et les autorités étatiques ont été révisés. Le pont a disparu. La route sur laquelle il est tombé est restée la même. Et quelque part dans les archives, il y a un message vocal, reçu trop tard, d'un ingénieur qui savait que quelque chose n'allait pas. Le numéro 6 de cette liste est l'effondrement de la ligne 12 du métro de Mexico. Une catastrophe survenue dans l'obscurité, en quelques secondes, qui a coûté la vie à 26 personnes n'ayant fait que monter dans un train de banlieue. La ligne 12 du métro de Mexico, la Línea Dorada, la ligne dorée, a été inaugurée en octobre 2012 dans une grande cérémonie politique. C'était un projet majeur, un corridor ferroviaire aérien de 24 km, reliant des quartiers denses et mal desservis, du sud de l'une des plus grandes villes du monde à son centre, desservant des communautés peu ou pas connectées au métro. La ligne fut présentée comme un exploit emblématique de l'administration du maire Marcelo Ebrard et a immédiatement attiré un grand nombre de voyageurs. Moins de 2 ans plus tard, des sections de la ligne 12 furent fermées pour des réparations structurelles d'urgence. Les enquêtes menées lors de cette première fermeture révélèrent des problèmes sur toute la structure aérienne. Des soudures de qualité inférieure sur les poutres en acier supportant la voie. Des défauts dans les supports structurels à plusieurs endroits. Des problèmes de qualité de fabrication qui ne semblaient pas être des erreurs isolées, mais plutôt des défaillances systémiques dans le contrôle qualité lors de la construction initiale. Ces conclusions furent relayées par les médias mexicains. Ingénieurs et politiciens d'opposition exprimèrent publiquement leurs inquiétudes. La ligne fut partiellement rouverte en 2015 après des réparations que les autorités responsables qualifièrent de complètes. Des centaines de milliers de passagers l'empruntèrent chaque jour dans les années qui suivirent. Dans la nuit du 3 mai 2021, un train chargé à pleine capacité traversait une section aérienne dans la commune de Tláhuac, l'une des sections réparées, lorsque la structure en dessous céda. Une travée d'environ 20 mètres s'effondra sur la route en contrebas. Les wagons du train tombèrent avec elle. Certains atterrirent sur la chaussée. D'autres s'écrasèrent sur des voitures circulant en dessous. Les enregistrements des caméras embarquées de ces véhicules capturent le bruit. Un grincement sourd qui monte en intensité, puis un fracas, puis plus rien. 26 personnes perdirent la vie. 97 autres furent blessés. Les secours travaillèrent toute la nuit, découpant les débris du train dans le noir, sous le poids déplacé de la structure partiellement effondrée au-dessus. Extrayant les survivants et récupérant les corps des véhicules écrasés sous les wagons tombés. L'enquête identifia le mécanisme de la défaillance avec une précision troublante. Les soudures, reliant les poutres porteuses en acier de la structure aérienne, avaient été réalisées selon des normes insuffisantes, inadaptées aux charges dynamiques répétées des passages réguliers des trains. Au fil des années, des milliers de passages, l'expansion et la contraction thermique, les vibrations du matériel roulant lourd, ces soudures défaillantes accumulèrent des dommages par fatigue et se fissurèrent à l'intérieur sous leur couche protectrice, invisible
aux inspections visuelles de routine. Le programme de réparation de 2014 à 2015 avait ciblé des symptômes visibles et spécifiques. Le problème de qualité des soudures, diffus sur toute la ligne, n'avait pas été résolu. Il avait été remis à plus tard. Les conséquences politiques furent majeures, d'une manière que les défaillances structurelles provoquent rarement. Marcelo Ebrard, alors ministre des Affaires étrangères du Mexique, tint des conférences de presse pour défendre la construction initiale. Des procédures judiciaires furent lancées. Des plaintes pénales déposées. Les familles des 26 victimes entamèrent des années de lutte pour obtenir des comptes dans un environnement institutionnel déjà difficile face à ces faits. La ligne 12 resta fermée. La ville entreprit un audit judiciaire complet de toute la structure aérienne. Les procédures politiques et judiciaires se poursuivirent. 26 personnes étaient montées dans un train de métro un lundi soir à Mexico. Elles rentraient chez elles. La ligne qu'elles empruntaient avait été identifiée comme structurellement défaillante, réparée, certifiée et remise en service. Ce que la certification n'avait pas détecté était toujours présent dans la structure quand leur train la traversait. La 5e place de ce classement revient à l'effondrement du pont Morandi à Gênes, en Italie. Une catastrophe qui a coûté la vie à 43 personnes et qui est devenue l'un des exemples les plus documentés de négligence d'entreprise dans l'histoire des infrastructures européennes. Le pont Morandi, du nom de son concepteur, Riccardo Morandi, a été construit en 1967 et supportait l'autoroute A10 au-dessus de la vallée de la Polcevera à Gênes, reliant cette ville portuaire à la France et au reste du réseau autoroutier italien. C'était une prouesse d'ingénierie du milieu du XXe siècle. Une structure atypique en béton précontraint à haubans, avec peu de points d'appui principaux, visuellement remarquable, mais qui, au début du XXIe siècle, montrait des signes de dégradation formellement constatés et insuffisamment pris en compte. Autostrade per l'Italia, le concessionnaire privé qui a pris en charge la gestion du réseau autoroutier italien lors de la privatisation de 1999, était responsable de l'entretien et de l'inspection du pont Morandi. Cette responsabilité s'accompagnait d'un accès à une importante base de connaissances techniques sur l'état du pont. Riccardo Morandi lui-même, avant son décès en 1989, avait écrit sur les exigences d'entretien des câbles en béton précontraint, les câbles d'acier intégrés dans le béton, essentiels à la solidité de la structure. Ces exigences n'étaient pas accessoires. Elles faisaient partie intégrante du design. Au fil des décennies suivantes, des rapports d'ingénierie commandés par Autostrade, l'autorité routière italienne ANAS, et des consultants indépendants ont documenté la dégradation progressive des éléments précontraints du pont. Les câbles d'acier structurel étaient enfermés dans le béton, invisibles à une inspection visuelle de routine, accessibles uniquement par des investigations actives. Plusieurs rapports recommandaient de mener ces investigations approfondies. Certaines ont été réalisées. La dégradation a continué et les évaluations techniques sont devenues de plus en plus alarmantes durant les années 2010. Un rapport interne d'Autostrade, achevé en 2018, avant l'effondrement, identifiait précisément la section à haubans qui allait céder, comme nécessitant une attention structurelle prioritaire. Le 14 août 2018, à 11h36 du matin, sous une pluie battante, une section de 210 mètres du pont s'est effondrée dans la vallée de la Polcevera, en contrebas. Elle est tombée sur une voie ferrée, une rivière, une zone industrielle et les véhicules qui se trouvaient dessus. 43 personnes ont perdu la vie.
L'effondrement a été filmé par plusieurs caméras de surveillance et les images, une portion d'autoroute disparaissant dans un nuage de poussière, ont été diffusées dans le monde entier en quelques heures. Les procédures judiciaires qui ont suivi ont été parmi les plus importantes liées à une défaillance d'infrastructures en Europe. 59 personnes ont été mises en examen par les procureurs de Gênes, dont des cadres supérieurs d'autostrade, pour plusieurs chefs d'accusation d'homicide. L'argument de l'accusation était clair. La dégradation était documentée. Les risques connus. Les actions d'entretien insuffisantes au regard de l'état constaté. Et le fossé entre ce qui était su et ce qui avait été fait avait coûté la vie à 43 personnes. Le contexte plus large était crucial. La privatisation des autoroutes italiennes avait transféré la responsabilité de l'entretien à un concessionnaire dont les revenus, issus des péages, étaient structurellement déconnectés des dépenses d'entretien. Le cadre réglementaire, censé garantir un entretien adéquat, peinait à rendre les concessionnaires réellement responsables. Autostrade était constamment rentable. Le pont se détériorait constamment. C'est ce décalage, et la question de savoir qui devait le combler, que les procédures de Gênes ont tenté de résoudre. Un nouveau pont, le viaduc San Giorgio, conçu par l'architecte génois Renzo Piano, a été achevé en 2020, moins de 2 ans après l'effondrement. Son design est volontairement transparent, une structure en acier propre, sans béton précontraint, enfermant des câbles inaccessibles, une construction qui peut être inspectée visuellement de l'extérieur. Son existence est en partie un message sur ce que son prédécesseur n'était pas. 43 personnes ont pris l'autoroute italienne un matin d'été dans l'un des pays les plus riches d'Europe. Les rapports d'ingénierie décrivant les problèmes du pont qu'elle traversait existaient. Ils étaient dans les dossiers de la société responsable de son entretien. Ils y étaient depuis des années. À la 4e place, on trouve l'effondrement du pont Morbi au Gujarat, en Inde, une catastrophe qui a coûté la vie à 135 personnes pendant un jour férié, simplement parce qu'un fabricant d'horloges a décidé de rénover un pont suspendu sans consulter un ingénieur en structure. Le Jultopul, le pont suspendu, enjambe la rivière Makchu à Morbi, une ville de la région de Saurashtra au Gujarat, célèbre pour ses industries de la céramique et de l'horlogerie. Construit en 1879 sous l'administration coloniale britannique, il servait à la fois de passage fonctionnel sur la rivière et de monument local. Une structure fine suspendue par câbles, d'une élégance visuelle qui en faisait une attraction à part entière. Les gens venaient y marcher, admirer la rivière, ressentir le léger balancement caractéristique des passerelles suspendues. En 2022, la municipalité de Morbi a décidé de rénover le pont et a confié le contrat au groupe Oreva, une entreprise locale spécialisée principalement dans la fabrication de pendules murales de la marque Ajanta et de vélos électriques. Oreva ne disposait d'aucune licence d'ingénierie ni d'expertise reconnue en construction de ponts, en évaluation structurelle ou en gestion d'infrastructures. Le contrat incluait non seulement la rénovation, mais aussi l'exploitation future du pont comme attraction touristique payante. La rénovation menée par Oreva comportait une modification qu'un ingénieur aurait immédiatement signalée. Le plancher d'origine, un treillis métallique léger, choisi spécialement pour un pont suspendu supportant la charge des câbles datant de 1879, a été remplacé par un tablier plus lourd en aluminium et métal. Ce changement a considérablement alourdi la passerelle. Les câbles de suspension originaux, âgés de 143 ans, n'ont pas été remplacés ni évalués. Aucun ingénieur n'a été consulté pour mesurer l'impact de ce poids supplémentaire. Aucune analyse de charge n'a été réalisée. Aucun calcul technique n'a été effectué.
Le pont a rouvert le 26 octobre 2022. Aucune inspection de sécurité gouvernementale n'a eu lieu avant la réouverture. Aucune certification n'a été obtenue. Des billets étaient vendus à une guérite d'entrée. En quelques jours, le pont est devenu l'un des lieux les plus fréquentés de Morbi pendant les fêtes du Nouvel An Gujarati. Le 30 octobre, Bestu Vara, le Nouvel An Gujarati, le pont supportait environ 400 à 500 personnes. La foule était dense. Certains visiteurs faisaient ce que l'on voit souvent sur les ponts suspendus dans le monde entier. Ils se balançaient en rythme, amplifiant doucement le mouvement naturel de la structure. Ce comportement est courant. Les ponts suspendus, conçus et entretenus pour les piétons, le supportent sans problème. Mais ces câbles-là ne pouvaient pas. Les câbles de suspension, en fil d'origine de 1879, non évalués, portant désormais un tablier plus lourd sous une charge dynamique de foule, ont cédé. Le pont s'est effondré. Tous ceux qui s'y trouvaient sont tombés simultanément dans la rivière Machu. 135 personnes sont mortes. Beaucoup étaient des enfants. Les opérations de secours en rivière ont duré toute la nuit, avec des plongeurs travaillant dans une visibilité réduite pour retrouver des survivants et récupérer les corps. 9 personnes ont été arrêtées, dont des responsables du groupe Oreva, des prestataires de billetterie qui continuaient à vendre des entrées alors que la foule dépassait toute capacité raisonnable, et un entrepreneur chargé de la maintenance. Des poursuites pénales ont été engagées. Ce que Morbi illustre avec une clarté implacable, c'est le danger précis de retirer la supervision technique dans la gestion des infrastructures. Chaque catastrophe de cette liste révèle un fossé entre ce qui était connu et ce qui a été fait. Le fossé de Morbi est plus profond. Le savoir n'a même pas été recherché. Personne ne s'est demandé ce que ce poids supplémentaire ferait aux vieux câbles. Personne avec l'expertise nécessaire n'a été impliqué dans la rénovation. Le contrat avait été attribué à une entreprise d'horlogerie. Cette entreprise a modifié un pont suspendu vieux d'un siècle et ouvert une attraction touristique. Le pont suspendu a tenu 143 ans. Il a survécu à la colonisation, à la partition, à l'indépendance, aux inondations dévastatrices de 1979. Il n'a pas survécu à 4 jours sous la gestion d'une entreprise qui fabriquait des horloges et qui n'a jamais cherché à comprendre ce que signifiait réellement supporter 500 personnes sur des câbles de 1879. Troisième sur notre liste se trouve la Millennium Tower à San Francisco. Et elle occupe cette place non pas à cause d'un effondrement catastrophique ou de mort soudaine, mais pour une raison plus rare et, d'une certaine manière, plus significative sur le plan structurel. Une défaillance entièrement documentée, parfaitement visible et toujours en cours, en plein cœur d'une grande ville, en temps réel, alors que toutes les institutions impliquées continuent de se renvoyer la responsabilité de l'arrêter. La Millennium Tower est un gratte-ciel résidentiel de luxe de 58 étages, situé dans le quartier South of Market de San Francisco, achevé en 2009. Les appartements se vendaient à plusieurs millions de dollars. Les penthouses dépassaient les 10 millions. À l'époque de son achèvement, c'était la plus haute tour résidentielle de Californie, présentée comme l'une des adresses les plus prestigieuses de la ville. Elle a été construite sur des pieux à friction qui ne touchaient pas le roc. Le quartier South of Market repose sur une couche d'argile molle, une boue marine compressible qui s'est accumulée dans la baie depuis des milliers d'années. Sous cette boue se trouvent des couches de sable et de gravier. Plus profondément, à différentes profondeurs, se trouve le roc. Lorsqu'une charge lourde est posée sur cette boue compressible, celle-ci se tasse sous le poids.
Et quand elle se tasse, tout ce qui est posé dessus s'enfonce. Ce n'est pas un risque théorique ou dépendant d'un modèle, c'est une propriété physique bien connue de ce type de sol que les ingénieurs géotechniques de San Francisco maîtrisent depuis des décennies. Les ingénieurs en fondation qui ont conçu la Millennium Tower ont choisi des pieux à friction, de longs piliers en béton enfoncés à travers la boue, qui transfèrent le poids du bâtiment au sol environnant par frottement le long de la surface du pieu. Les pieux à friction sont une méthode de fondation légitime et largement utilisée. Ils sont aussi moins coûteux que les pieux ancrés jusqu'au roc. Mais ils ne fixent pas la structure à une couche incompressible. Ils bougent avec le sol. Lorsque le problème est devenu public en 2016, l'immeuble s'était déjà enfoncé d'environ 41 cm dans le sol et penchait de 38 cm vers le nord-ouest. Ces chiffres s'étaient accumulés depuis la construction. Le promoteur était au courant de ce tassement depuis des années. Les acheteurs, qui avaient payé des appartements allant de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions de dollars, n'avaient pas été informés. L'enfoncement a été accéléré par la construction du centre de transit Salesforce voisin. Les travaux d'excavation de ce projet ont nécessité un drainage, le pompage de l'eau souterraine hors du sol environnant. Retirer l'eau de la boue marine l'a fait se consolider, ce qui accélère l'affaissement de tout ce qui est construit dessus. Deux grands chantiers adjacents, deux promoteurs différents, deux équipes d'ingénieurs différentes, sans aucune obligation de coordination sur la manière dont le drainage d'un projet affecterait les fondations de l'autre. Les deux parties se sont disputées la responsabilité pendant des années devant les tribunaux. Un projet de réparation, estimé à plus de 100 millions de dollars, a été réalisé entre 2022 et 2023. Des ouvriers ont foré de nouveaux pieux, depuis le parking du bâtiment jusqu'au roc. Ce projet a été présenté comme une solution. Les premières mesures après son achèvement ont montré que la pente du bâtiment avait augmenté. Les nouveaux pieux avaient stabilisé une partie des fondations, tandis que les sections non réparées continuaient de bouger, aggravant l'inclinaison. La réparation avait réglé une partie du problème, mais en avait créé une autre. En 2024, la Millennium Tower s'est enfoncée d'environ 65 cm au total. Elle continue de pencher. Si vous posez une bille sur le sol d'un appartement, elle roule vers le nord-ouest. Les ingénieurs surveillent la structure. Les avocats déposent des requêtes. Des gens y vivent toujours. Certains ont acheté avant 2016 et tentent de vendre à perte depuis. D'autres ont acheté après que le problème soit devenu public et attendent une résolution judiciaire qui n'arrive pas. La Millennium Tower mérite sa 3e place sur cette liste parce qu'elle incarne, en quelque sorte, toutes les catastrophes à la fois. Une analyse géotechnique insuffisante, un risque connu mais caché, un échec de coordination entre projets voisins, des hypothèses trop optimistes sur les fondations, une réparation qui a engendré de nouveaux problèmes. Sauf que l'effondrement final et dramatique n'a pas eu lieu. C'est une défaillance de construction qui se déroule au ralenti, dans l'une des villes les plus surveillées et les plus contentieuses au monde. Avec toute la documentation disponible et aucune solution en vue. Le bâtiment fait 58 étages. Il penche. Il est habité. Il est à San Francisco. Tout le monde le sait. Rien n'est réglé. La 2e place de ce classement revient à la Grenfell Tower à Londres. Une catastrophe qui a commencé par un incendie dans une cuisine et qui est devenue le pire sinistre structurel au Royaume-Uni depuis la Seconde Guerre mondiale, à cause d'une décision sur le revêtement extérieur qui a permis d'économiser
environ 5000 livres. La Grenfell Tower est un immeuble résidentiel de 24 étages situé dans le Royal Borough de Kensington et Chelsea, l'une des zones les plus riches d'Angleterre. Construite en 1974 comme logement social, elle abritait environ 500 résidents répartis dans 129 appartements, des familles ouvrières, des immigrés, des habitants de longue date et des nouveaux arrivants. En 2014, l'immeuble a subi une importante rénovation extérieure visant à améliorer son apparence et son isolation thermique. L'élément central de cette rénovation était un nouveau revêtement extérieur. Des panneaux composites en aluminium associés à une couche isolante fixée à la façade. Le système de revêtement choisi contenait un noyau en polyéthylène. Le polyéthylène, en cas d'incendie, brûle avec une chaleur intense et produit des gouttes en fusion qui propagent le feu en tombant. La même gamme de produits était disponible avec un noyau minéral ignifuge, beaucoup plus performant en cas d'incendie. Cette version résistante au feu coûtait un peu plus cher au mètre carré. Le calcul fait par les parties impliquées, le conseil municipal, le chef de projet, l'entrepreneur, était que la différence de coût ne justifiait pas cette amélioration. Le surcoût total pour spécifier un noyau ignifuge pour toute la rénovation de la Grenfell Tower était d'environ 5000 livres sur un projet valant des millions. Le 14 juin 2017, vers minuit 50, un réfrigérateur a eu un dysfonctionnement et a pris feu dans un appartement du 4e étage. L'habitant a réussi à s'échapper et a appelé les pompiers. Selon les principes de sécurité incendie pour une tour résidentielle en béton, compartimentage isolant chaque appartement comme une cellule autonome, soutenue par une politique d'évacuation restée sur place, cet incident aurait dû rester circonscrit. Un feu de cuisine, une intervention des pompiers, les autres résidents dormant tranquillement. Le feu a atteint le revêtement. En quelques minutes, la façade de l'immeuble brûlait sur plusieurs étages à la fois. Le noyau en polyéthylène s'est enflammé et a produit ce que les témoins et les commandants des pompiers ont décrit comme un mur de flammes continu, grimpant la façade à une vitesse inédite dans leur expérience des incendies résidentiels. Le feu a atteint le sommet du bâtiment de 24 étages en environ 15 minutes. Des matériaux enflammés tombaient sur les étages inférieurs. La fumée s'est infiltrée dans la seule cage d'escalier intérieure, le seul moyen d'évacuation au-dessus des premiers étages, la rendant impraticable pour les résidents tentant de descendre des étages supérieurs. Les opérateurs du centre de commandement des pompiers, suivant le protocole établi, ont continué à conseiller aux résidents de rester dans leurs appartements. Cette consigne, correcte dans presque tous les incendies résidentiels dans un bâtiment bien compartimenté, s'est révélée catastrophiquement inadaptée face à un feu dont le combustible principal était la façade elle-même et où le compartimentage avait été détruit par la propagation des flammes sur la façade. Les commandants sur le terrain ont compris la gravité de la situation et ont commencé à organiser l'évacuation. Mais la communication avec les résidents a été confuse et tardive. Certains habitants qui ont suivi la consigne « Rester sur place » sont morts, en attendant un secours incapable de les atteindre à cause de la fumée. 72 personnes ont péri. Parmi elles, des familles entières. La plus jeune était un bébé rentré de l'hôpital quelques semaines auparavant. Les survivants ont raconté avoir brisé des fenêtres pour respirer. Ils ont décrit s'accrocher au rebord. Ils ont raconté avoir appelé leurs proches depuis les étages supérieurs d'un immeuble en flammes pour leur dire adieu.
L'enquête publique sur l'incendie de la Grenfell Tower a révélé une défaillance impliquant presque toutes les institutions liées au bâtiment. Le fabricant du revêtement, qui avait vendu le produit en connaissant ses limites en matière de résistance au feu dans les immeubles de grande hauteur, l'entreprise qui avait spécifié ce revêtement sans expertise suffisante en sécurité incendie. Le conseil municipal, qui avait approuvé la rénovation sans examiner sérieusement les conséquences en matière de sécurité incendie. Le système de contrôle des bâtiments, qui a certifié les travaux finis. Les gouvernements successifs, qui avaient reçu des alertes sur les revêtements combustibles des tours résidentielles et n'avaient rien fait. L'enquête a aussi établi que des revêtements combustibles du même type avaient été posés sur des centaines d'autres tours résidentielles à travers la Grande-Bretagne, souvent dans des logements sociaux dont les occupants n'avaient pas été informés du danger. Le programme de remise en état post-Grenfell, qui oblige les propriétaires à remplacer les revêtements dangereux, s'est enlisé dans des conflits sur la prise en charge des coûts. Des immeubles identifiés comme dangereux sont restés habités pendant des années après 2017, le temps que ces disputes se règlent. À la fin de 2024, aucune personne n'a été condamnée pénalement pour les morts de la Grenfell Tower. La tour est toujours debout dans l'ouest de l'ombre, enveloppée d'un revêtement blanc en tissu, visible depuis une grande partie de la ville. 5000 livres, 72 vies. La décision d'achat est consignée. La comparaison des coûts est documentée. Ceux qui l'ont prise sont connus. Ceux qui en sont morts aussi, chacun d'eux, par leur nom. Et en première position, la pire catastrophe de construction du XXIe siècle, selon tous les critères importants, c'est le Rana Plaza, au Bangladesh. Le matin du 23e avril 2013, les ouvriers arrivant au Rana Plaza, un immeuble commercial de 8 étages à Savar, en périphérie de Dhaka, ont remarqué quelque chose d'anormal. Les colonnes en béton du bâtiment étaient fissurées. Pas de simples micro-fissures, des fissures structurelles, larges et visibles, traversant les éléments porteurs de la structure. Les ouvriers ont signalé ce qu'ils avaient vu. Le bruit s'est répandu dans tout le bâtiment. La banque, située au rez-de-chaussée du Rana Plaza, a examiné l'état du bâtiment et a fermé ses portes. Les boutiques des étages inférieurs ont également fermé. Leurs responsables ont observé les fissures et tiré la même conclusion. Ce bâtiment n'est pas sûr pour y travailler aujourd'hui. Les usines de confection, aux étages supérieurs, elles, sont restées ouvertes. Les 5 usines, situées du 3e au 8e étage, produisaient des vêtements destinés à l'exportation. Jeans, chemises, tricots vendus dans des chaînes de magasins à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Elles employaient des milliers de travailleurs, majoritairement des femmes. Le soir du 23e avril, les responsables des usines ont été informés des fissures. Des ingénieurs auraient été appelés pour évaluer la situation. Une expertise a été réalisée. Les propriétaires des usines ont décidé que la production continuerait le lendemain matin. Les ouvriers arrivant le 24e avril et refusant d'entrer se sont vus menacés de perdre 1 mois de salaire s'ils ne rejoignaient pas leur poste. Les superviseurs étaient présents sur les étages pour s'assurer que la production tournait. Les machines fonctionnaient. Les commandes devaient être honorées. À 8h57 du matin, le bâtiment s'est effondré. 1134 personnes ont perdu la vie. 2500 autres ont été blessées. C'est le bilan le plus lourd jamais enregistré suite à l'effondrement accidentel d'un bâtiment. L'opération de secours a duré 17 jours. Des volontaires et des secouristes ont creusé à la main
et à la machine dans les décombres, sous la chaleur et la poussière du site, extrayant des survivants des cavités dans les gravats et récupérant les corps sous les débris. Le 17e jour, une femme, nommée Reshma Begum, a été retrouvée vivante dans une cavité, ayant survécu avec très peu d'eau qu'elle avait pu trouver autour d'elle. Sa survie, une personne, 17 jours, dans un site déjà partiellement dégagé, a été relayée dans le monde entier et est devenue l'une des histoires les plus suivies de l'année. Mais dans le contexte de 1134 morts, ce miracle restait un point isolé dans une tragédie d'une ampleur inimaginable. Le dossier administratif du Rana Plaza commence plusieurs années avant l'effondrement. Les étages supérieurs avaient été ajoutés illégalement, construits sans permis, au-delà du plan approuvé, sans l'analyse structurelle nécessaire pour une extension légitime. Les usines de confection de ces étages n'étaient pas autorisées légalement à y être, quel que soit l'usage officiel du bâtiment. Les machines lourdes utilisées, machines à coudre, générateurs, équipements provoquant de fortes vibrations, n'avaient jamais été évalués quant à leur impact sur la structure d'un bâtiment non conçu pour supporter de telles charges. Le bâtiment avait été inspecté à plusieurs reprises par les autorités locales. Les infractions n'avaient jamais conduit à une fermeture. Le propriétaire du bâtiment était Sohail Rana, un homme politique local lié au parti au pouvoir, qui lui avait, au fil des années, assuré une certaine protection face aux conséquences réglementaires des irrégularités documentées de son immeuble. Il a été arrêté quelques jours après l'effondrement, alors qu'il tentait de franchir la frontière vers l'Inde. Depuis 2013, il est détenu et poursuivi notamment pour homicides multiples. Au moment de cet enregistrement, son procès n'a pas encore abouti à un verdict. Les usines à l'intérieur du Rana Plaza fabriquaient des vêtements sous contrat pour des marques telles que Primark, Benetton, Mango et d'autres. Des étiquettes de détaillants vendues dans les rues commerçantes de Grande-Bretagne, d'Italie, d'Espagne et d'ailleurs ont été retrouvées dans les décombres. La chaîne d'approvisionnement reliant un ouvrier du vêtement à Savard, un consommateur à Londres, passait par un système où les audits de conformité menés par les grandes marques internationales n'avaient pas détecté l'état structurel défaillant des bâtiments où leurs commandes étaient produites. L'écart entre le prix de vente d'un vêtement et son coût de production était en partie maintenu grâce à des environnements comme le Rana Plaza, où la sécurité structurelle n'était la priorité commerciale d'aucun acteur ayant le pouvoir de la faire respecter. La réaction internationale au Rana Plaza a donné naissance à l'accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh, un accord juridiquement contraignant entre les grandes marques mondiales du vêtement et les syndicats internationaux, signé par plus de 200 entreprises, qui oblige les signataires à financer des inspections de sécurité structurelle et incendie dans les usines dont ils s'approvisionnent. L'accord a ensuite été renforcé et étendu à l'échelle internationale. Des centaines d'usines ont été inspectées. Des milliers de violations ont été identifiées et corrigées. Cet accord est reconnu pour avoir amélioré de manière significative les conditions de sécurité structurelle de millions d'ouvriers du textile. Rien de tout cela ne change ce qui s'est passé le matin du 24e avril 2013. 1134 personnes sont allées travailler dans un bâtiment identifié la veille comme dangereux. Certains avaient essayé de ne pas entrer. On leur avait dit que refuser leur coûterait 1 mois de salaire. Les usines devaient livrer leurs commandes. Les fissures avaient été examinées. La décision avait été prise. Chaque catastrophe de cette liste a laissé une trace écrite. Des ingénieurs qui ont tiré la sonnette d'alarme. Des responsables qui ont reçu ces avertissements. Des comités
qui ont choisi de ne rien faire. Au Rana Plaza, la trace écrite n'a duré qu'1 jour. Les fissures étaient visibles le 23e avril. Le bâtiment est tombé le 24e. La décision de maintenir les usines ouvertes n'a pas été prise par quelqu'un qui ignorait le danger. Elle a été prise par des personnes qui ont regardé les preuves, calculé le coût de l'arrêt et choisi de ne pas arrêter. C'est ce que cette liste a toujours voulu montrer.